Allez. Si, rouge, ouais, c'est bon. Oui. Je crois que je vais. Attends, je vais venir là. Attends, je peux me permettre. Non, mais donne, je vais mettre des photos. La paix partout. Est-ce que ça m'évitera d'avoir peut-être la lumière dans la. Sur les deux champs. Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Vous avez le droit de répondre pour le moment. Bonjour. 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 Alors, Bonjour. Dominique Leroux, mairie de Coulennes. Je vais être obligé de vous quitter en cours de réunion parce que on a collé une autre réunion à 18h et j'ai su ça vendredi soir. Pas de problème, de toute façon, je vous ferai parvenir un enregistrement de la réunion. Vous pourrez C'est très gentil. rester. On va vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît, et afin de limiter la bande passante, de couper micros, les d'accord. vidéos également, s'il vous plaît. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de bug. Les micros et les caméras, si possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'être connectés en cette fin de journée pour un webinaire axé sur les biodéchets organisé en partenariat avec GRDF. Je vais vous indiquer que si vous avez des questions tout au long du webinaire, vous pouvez les inscrire dans la messagerie qui est ouverte sur l'application Teams. Et je vais d'ores et déjà passer la parole à Monsieur Franco, donc le président de l'AMF 72, qui va introduire ce webinaire. Monsieur Franco, c'est à vous. Merci Jeanne, bonjour à tous et à toutes. Donc, d'abord, bien sûr, un grand merci à chacun et chacune d'entre vous d'être connectés ce soir à 17h30 pour assister à ce webinaire. Comme cela vous a été précisé, c'est un webinaire que l'AMF 72 co-organise avec notre partenaire GRDF. Nous avons une convention d'ailleurs que nous avons renouvelée lors de notre congrès avec GRDF. Et je tiens à remercier Magali Seronde, la directrice territoriale au sein de ce groupe GRDF, qui est en charge notamment du territoire sartois, que j'ai le plaisir de retrouver, que je retrouverai encore dans d'autres circonstances, d'autres manifestations, il me semble, qui allieront la Sarthe et la Mayenne aussi, je crois, un samedi. Bien, le constat qui a mené à l'organisation de cette rencontre est un constat qui est déjà évident pour chacun d'entre nous, c'est que nous tous, vraiment tous, absolument tous, nous sommes producteurs de biodéchets. C'est pourquoi il est prévu que le tri des biodéchets devienne obligatoire pour tout le monde d'ici 2024. Bientôt, chacun chez soi devra donc trier ses biodéchets. Alors, pour le moment, ils sont sur la plupart du temps mélangés avec les autres ordures ménagères, donc incinérés, d'autres sont mis en décharge, d'autres vont quand même dans des composteurs particuliers quand des communautés de communes ont pu mettre en place ce type de collecte. Mais ceci dit, ce n'est pas suffisant et conséquence, ils vont produire, on le sait, des émissions de gaz à effet de serre si importants que vous connaissez et je ne reviendrai pas dessus. D'où l'enjeu fort, l'enjeu très fort de trier ces déchets qui puissent être valorisés de façon spécifique afin qu'ils puissent in fine retourner dans leur écosystème.
Il m'est paru, en tant que président de l'AMF 112, mais aussi bien sûr avec l'ensemble du bureau de l'AMF, nous considérons que notre association a un vrai rôle à jouer auprès des élus, un rôle de relais sur ce rôle clé que jouent nos territoires en matière de sensibilisation au changement climatique et en matière de réalisation d'une transition énergétique ambitieuse. C'est notre rôle aussi d'accompagner nos habitants à changer nos modes de vie, et nous savons que la commune et les élus locaux, c'est l'échelon de proximité, l'échelon clé pour accompagner le développement des énergies renouvelables, pour faciliter l'appropriation locale des projets et pour en diffuser les bonnes pratiques et aussi soutenir l'innovation. Facile à dire, comme dirait l'autre, c'est la partie mise en œuvre qui va nous tracasser un peu plus, d'où l'importance pour nous d'avoir accès à des analyses, des retours d'expérience, des pistes d'action, des ressources et surtout des interlocuteurs idoines. C'est aussi pour ça que nous sommes là aujourd'hui, car d'ici fin 2023, tous les producteurs de déchets, donc du particulier au professionnel, en passant par les collectivités, devront trier et valoriser leurs biodéchets. Et on voit bien que c'est un collectif d'acteurs qui va nous permettre de pouvoir faire bouger les lignes sur ce sujet-là. Quand on sait qu'en France, plus de 20 millions de tonnes de déchets organiques sont collectés par les collectivités locales chaque année, il est incontestable que nous aurons un rôle majeur à jouer pour proposer aux ménages et aux professionnels de nos territoires des solutions pour le tri et la valorisation de leurs biodéchets. Comment se lancer dans une démarche de valorisation de biodéchets? Comment faire émerger des solutions de gestion de ces déchets en tenant compte des spécificités locales? En Sarthe, ce sont par exemple les activités agricoles qui pourront faire l'objet d'une réflexion spécifique. Bref, pour faire simple, la question qui va nous intéresser en tant que représentants des collectivités territoriales, c'est de savoir comment passer de la peau de banane dans nos assiettes, et je n'en citerai pas plus, dans l'assiette de nos concitoyens, à un gaz dont chacun pourra bénéficier. Le compostage, la méthanisation sont deux solutions vertueuses, et il me semble nécessaire que pour nous lancer dans une démarche de valorisation, nous puissions disposer d'outils adaptés et que nous puissions identifier clairement les personnes vers lesquelles nous tourner pour faciliter notre projet. Et ça fait écho à ce que je disais précédemment, sans collectif d'acteurs, nous ne nous en sortirons pas. Donc j'espère que ces échanges ce soir pourront servir de levier à une majorité d'entre vous. Certainement qu'il y a des interactions qui vont se créer ce soir. C'est l'objet aussi de ces rencontres, de ce webinaire. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est ensemble que nous pourrons faire bouger, lutter efficacement contre le changement climatique. Donc un très très grand merci aux différents intervenants pour leur mobilisation et le travail bien sûr réalisé en amont, parce que vous doutez bien qu'un webinaire ne s'improvise pas comme ça à 17h30 un soir sur le coin de la table. Donc vraiment un très grand merci à tous les acteurs. Là aussi, il y a un collectif d'acteurs et je tiens à souligner au moins deux, puisque je l'ai cité tout à l'heure, bien sûr Magali Siron, mais aussi, il ne faut pas oublier Jeanne Bellani, notre directrice de l'association, qui fait que les relations entre les partenaires fonctionnent bien sûr. Bien, afin de lancer véritablement ce webinaire, je laisse donc la parole à Magali afin qu'elle puisse introduire proprement cette réunion et lancer les différentes interventions. Merci à tous, merci de votre mobilisation. Je crois que vous êtes très nombreux et ce qui montre que ce webinaire est intéressant et qu'il ouvre de belles perspectives. J'allais dire bon séminaire, non, mais bon web séminaire à vous. Bonjour à tous, merci Monsieur Franco, merci effectivement pour cette introduction. On est partenaire depuis de nombreuses années avec l'AMF et c'est vrai qu'on est ravis d'avoir pu préparer avec notamment Jeanne Bellani cette séquence où effectivement, comme l'a rappelé à juste titre Emmanuel Franco, la solution pour accélérer la transition énergétique sera collective et se fera, j'en suis convaincue, par vous, maires, communes, intercommunalités. C'est vraiment vous qui portez beaucoup de solutions pour réussir. Sans plus attendre, je vais partager donc mon écran pour vous montrer 3 diapositives pour introduire le sujet. Et puis ensuite, nous allons pouvoir entrer un peu plus dans le vif. Donc, tout d'abord, GRDF, Gaz Réseau Distribution France. Nous sommes les Enedis du gaz, hein, comme j'aime à le dire. Donc, nous avons une mission de service public pour
entretenir et exploiter le réseau de gaz qui est la propriété des communes. Donc, nous sommes présents sur 99 communes en Sarthe, sur les 354 communes du département. Mais par contre, nous sommes amenés dans un futur proche à avoir des réseaux qui passeront dans beaucoup d'autres communes, du fait notamment de la méthanisation. On a environ 2,4 TWh de gaz naturel acheminé en Sarthe, donc c'est environ 0,5% de la consommation de gaz en France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a presque autant de gisements méthanisables, donc le biométhane, c'est ce gaz vert qui est produit à partir de déchets. Parmi nos missions, donc, je l'ai dit, entretenir et exploiter le réseau, mais ce qui nous occupe ce soir, c'est l'acte 5, qui est le développement des gaz verts et de la mobilité générée. Donc, nous, là, c'est plutôt tout ce qui est biométhane. Ce que je souhaitais souligner, c'est que le réseau de gaz est d'abord un outil au service de la stratégie énergétique des collectivités locales. On voit bien que pour décarboner et réussir la transition énergétique, nous ne pourrons pas compter sur un seul vecteur énergétique. Évidemment, on va développer le réseau électrique, on va décarboner par l'électrification, mais on ne peut pas faire supporter à un seul vecteur énergétique toute la consommation du transport, du chauffage hivernal et des consommations qui sont captives électriques. Et donc nous sommes en train, en tant que gestionnaire de réseau, de faire une triple révolution. La première, de développer beaucoup de gaz vert, méthanisation aujourd'hui, et demain, gazéification. On a la chance en Sarthe d'avoir 2 projets de gazéification. Un dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Kéros Énergie, qui gazifie de la biomasse sont des résidus de chanvre. Et puis, il y a un autre projet où on utiliserait des déchets de bois B pour faire du gaz. Et puis demain, hydrogène qui, combiné du carbone, pourra faire du méthane de synthèse. Donc vraiment, beaucoup de gaz vert. Puis évidemment, c'est un impératif, surtout en ce moment, la sobriété, être de plus en plus performant dans nos usages. Et bien pour réussir tout ça, il va falloir qu'on s'adapte et qu'on soit de plus en plus agile. Pour illustrer ce point d'agilité, c'est vraiment montrer comment le réseau de gaz, donc le réseau des communes est en train d'évoluer. On voit bien que c'est un sujet d'actualité depuis quelques semaines. Donc nous avons actuellement un schéma un peu traditionnel à gauche où le gaz est produit à l'étranger, 35-40% en Norvège. Ensuite, nous avons la Russie, l'Algérie, les États-Unis, enfin, d'autres différents producteurs. Et donc le gaz vient soit de tuyaux, soit de bateaux, pour ensuite arriver à être desservi dans nos villes et nos communes. Donc un schéma un petit peu en entonnoir un peu classique. Mais là, maintenant, ce qu'on voit bien, c'est que le développement du réseau de gaz, il se fait par la production de gaz vert, donc les endroits où il y a des unités de méthanisation. Donc on est sur des réseaux qui sont beaucoup plus décentralisés. Et donc, 2 illustrations. Donc pour produire du gaz vert, il peut y en avoir dans plutôt les grandes villes, les métropoles, la production de gaz à partir d'eau usée. Donc, c'est l'illustration en bas à droite de l'écran, c'est la station d'épuration, la Chouvinière sur le Mans Métropole, qu'on a inauguré il y a quelques mois, qui produit du gaz vert actuellement. Et puis, on a, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, les unités de production de méthanisation agricole. Donc, on reviendra sur ce que c'est la méthanisation, mais donc, dans ces unités, on peut mettre des biodéchets. Et donc, on peut produire de l'engrais et aussi du gaz au passage, donc ce qui le rend intéressant et bien entendu complémentaire avec le compostage. C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui. Nous, notre position, ce n'est pas du tout de dire qu'il faut faire que du gaz vert et que de la méthanisation. Il y a de la place pour toutes les stratégies et toutes les valorisations possibles. J'en ai fini. Je vais laisser la parole du coup à Jeanne. Merci Magali. Alors pour lancer le webinaire, on voulait vous proposer de rejoindre une plateforme interactive qui s'appelle Bicast. Donc, vous allez recevoir un lien dans la messagerie Teams. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur ce lien et vous allez être renvoyé dans un espace vers une plateforme interactive, en fait. Et donc, Claire va pouvoir partager son écran pour vous montrer comment ça va fonctionner, donc le concept. Et l'idée, en fait, ce sera de vous présenter quelques questions auxquelles vous pourrez répondre directement sur l'interface. Donc, le principe, c'est de vous permettre de vous approprier le sujet avant qu'on rentre vraiment dans le vif. Claire, je veux bien que tu partages ton écran si tu peux. Déjà, vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. 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 Super. Oui. Le lien, moi, j'arrive pas à en faire quoi que ce soit. Normalement, quand vous cliquez sur le lien, vous devez arriver sur une petite page où on vous demande de rentrer votre nom, prénom.
ou juste votre nom, enfin, peu importe, un pseudo. Et ensuite, ça doit vous amener sur cette page-là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou il y a certains d'entre vous qui n'y arrivent pas? C'est indiqué, nous validons l'URL, merci de patienter. Bah non, moi ça marche pas. Ok. Eh bien, écoutez, je Pas le vais lien non plus. Ah, c'est bon. réessayer. Non, mais il faut copier-coller le lien. Copier le lien de la messagerie et coller-le dans une page Google, enfin sur votre internet pour l'ouvrir séparément parce que le lien ne marche pas en direct. Ok, ça a l'air donc de fonctionner pour certains d'entre vous et un peu moins pour d'autres. Merci, Oui, Madame merci, Fissot, bon, pour le tuyau. il n'y a pas vraiment de... Là, ça marche pas, je sais pas comment. Je vais mettre ouais, parce que je suis en train de le noter, moi. Alors, J'ai bienvenue sur l'outil Bicast et puis rien d'autre. super, c'est tout à fait ça. Donc Mais là, je vous peux êtes cliquer déjà sur- 20. Je peux cliquer sur rien. Ça Non, marche mais pas. pour l'instant, l'objectif, c'est pas que vous cliquez sur quelque Ah chose. L'objectif, c'est juste que vous voyez la première slide Mhm. qui est donc la slide de D'accord. bienvenue. Ok. Et par la suite, quand tout le monde sera arrivé, on commencera D'accord. à avoir des questions interactives. Est-ce que vous pouvez en mettre le lien? Parce que je ne l'ai pas pris en fait. Bien sûr. S'il vous plaît. Donc là, on est 23. Moi, je démarre le PC, parce que du coup, je suis sur mobile, c'est pas pratique. J'ai toujours pas le lien. Je l'ai mis dans la conversation normalement. D'accord. Vous devriez y accéder. Peut-être que Jeanne, si tu peux éventuellement envoyer aux participants par mail, et puis on peut, je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être si jamais il y en a qui ont des difficultés à le copier du fil de discussion. Oui, le transfert. Hop. Donc là, on est une quarantaine de participants. Je vous propose qu'on attende encore quelques minutes que tout le monde se connecte et on pourra commencer. Vous ne voyez pas le lien. Alors, est-ce que là, c'est bon? Je l'ai renvoyé à nouveau dans le fil de discussion. Pourquoi j'ai pas CTRL-C? Je sais pas comment faire. Oui, c'est ma page. Donc, je vous propose qu'on commence. Puis si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'interrompre et j'essaierai de vous aider. Voilà. Donc, je vais me mettre là-dessus parce que c'est ça que vous devriez voir normalement. Donc, merci d'accepter d'utiliser l'outil Bicast. C'est un outil qui se veut collaboratif et l'objectif, c'est de vous poser quelques questions pour rentrer en matière sur le sujet des biodéchets. Donc, normalement, c'est des choses que vous savez déjà, mais l'objectif, c'est un petit peu de vous apporter quelques éléments d'information pour la suite du webinaire. Donc, normalement, là, vous devriez être sur une slide où je vous pose une question. Cette question, c'est: quelle est la part de biodéchets dans les OMR? Est-ce que vous la voyez? Oui. Super. Oui. Ouais. Ouais. Très bien. Donc là, on va lancer une question sous forme de QCM. Donc normalement, vous allez avoir des réponses qui vont s'afficher. Est-ce que vous voyez ces réponses? Pas encore. Pas encore. Oui. Ah, je vois qu'il y en a Oui, c'est certains bon. qui répondent déjà. Vous avez l'air d'avoir Toujours accès au QCM. Moi, je vois un sablier qui a du mal à se remplir. Est-ce que là, Voilà, c'est bon?
On n'a pas. On voit la progression des réponses, mais on voit pas le choix en fait. Enfin, Vous voyez pas le choix? Je Vous ne voyez peux pas la répondre. bonne C'est peut-être réponse? pas très grave, Claire. L'idée, c'est D'accord. vraiment grave, de c'est- partager les informations. Hein. Je pense Je qu'on ne peut. peux, moi non plus, je ne peux pas répondre. Vous pouvez pas répondre? 5, 15, 30, 30, 40. Rafraîchissez votre page. Excusez-moi, je ne suis pas pour le lien là. Je ne suis pas très doué en informatique. Je suis avec la secrétaire de mairie. Quelle démarche faut-il faire, s'il vous plaît? Je vais vous envoyer un lien dans la messagerie. Vous pourrez cliquer dessus et normalement, vous allez devoir rentrer votre pseudo et ensuite vous tomberez sur une page qui est celle que je projette actuellement. Voilà. Vu qu'il y a la majorité d'entre vous qui ont déjà répondu, comme l'ont dit Magali et Eric, je vais passer à la réponse. L'objectif, c'était donc de partager une information autour des biodéchets. Comme vous l'avez en majorité répondu, la part de nos biodéchets est assez importante dans nos OMR, ça représente 30%. Ces 30%-là, ils ont été estimés même caractérisés grâce à l'ADEME et à son ModEcom, donc qui est une manière de caractériser les ordures ménagères. Et en fait, ces 30%-là peuvent être valorisés, comme l'ont précisé M. Franco et Magali en introduction. Et du coup, la deuxième question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est à qui revient la responsabilité de gestion des biodéchets? Est-ce que vous voyez mon petit sablier? Oui. Oui. Vous pouvez commencer l'activité. Normalement, là, vous devriez avoir un compte à rebours avec des propositions de réponse. Est-ce que vous pouvez répondre, sans seulement voir la progression? Oui, ça a l'air d'être bon. Donc, vous avez tous bien en tête que la responsabilité de gestion des biodéchets donc revient aux EPCI et aux collectivités, mais elle revient également aux gros producteurs, donc notamment les entreprises. Excusez-moi, j'ai eu quelqu'un qui a projeté son écran à ma place, alors je vais reprendre le contrôle. Est-ce que vous revoyez mon écran? C'est bon, Claire. Oui. C'est bon, Claire. Super. Donc, désolée pour ce petit contretemps. Donc oui, l'objectif de cette question, c'était de vous rappeler que donc, la compétence collecte revient bien sûr aux EPCI, mais également aux gros producteurs. Donc ceux qui produisent plus de 5 tonnes devront à partir de l'année prochaine trouver des solutions de collecte et de valorisation. C'est déjà obligatoire pour les producteurs de plus de 10 tonnes depuis 2016. Et comme l'a rappelé M. Franco et Magali en introduction, d'ici à fin 2023, le tri des biodéchets, le tri à la source des biodéchets sera obligatoire pour tous. Et enfin, dans la continuité de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, quelles solutions pouvez-vous mettre en place pour instaurer le tri à la source des biodéchets? Est-ce que vous voyez à nouveau mon petit sablier? Oui. Super. Oui. Alors, il nous reste encore 2 petites questions avant de terminer cette introduction. Eh bien, vous êtes très fort, je dois le dire. On voit bien ton petit tablier. Est-ce que vous voyez les réponses? Non. Non. C'est bizarre. Bon. Oui. On n'a pas encore vu les questions. Vous voyez pas les questions parce que pourtant vous êtes pas mal à répondre déjà. Ah voilà, là vous devez voir normalement le... Ok. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir les réponses quand vous le dites, il faut qu'ils rafraîchissent leur page. Et ça va se recharger automatiquement. Merci beaucoup pour ces 2e tips. Donc là, vous l'avez tous très bien identifié. Il existe de multiples solutions pour mettre en place le tri à la source des biodéchets. C'est ce que
C'est ce que je fais apparaître sur mon écran. Donc, on peut en dissocier 2 types de gestion de ces biodéchets. La gestion de proximité qui se caractérise par l'installation de composteurs individuels, mais également la gestion centralisée, où là, ce sera plus l'installation de points d'apport volontaires ou de la collecte en porte-à-porte qui permettra ensuite l'acheminement de ces biodéchets vers des unités de traitement, de compostage ou de méthanisation. Et enfin, dernière question qui porte plus sur les ordres de grandeur autour de ce que peut produire des biodéchets, d'un point de vue énergétique. Est-ce que vous voyez bien cette dernière question? La question, c'est avec une production annuelle de 500 tonnes de biodéchets, c'est l'équivalent d'une ville de 10 000 habitants environ, je peux produire suffisamment de gaz pour chauffer toute l'année, l'équivalent de. Est-ce que vous voyez bien cette question? Oui. Oui. Super. Eh bien, on commence l'activité. Donc, j'attends encore quelques secondes que la majorité d'entre vous puisse répondre. On voit que les ordres de grandeur sont quand même intéressants parce que tout le monde, que tous les ordres de grandeur affichés ici sont des réponses logiques, pourraient être des réponses logiques. Et donc, la bonne réponse, c'est en fait... Alors, attendez que ça s'affiche. Voilà. La bonne réponse, c'est qu'avec 500 tonnes de biodéchets, on peut chauffer 80 maisons neuves ou parcourir 40 000 km avec une voiture ou plutôt une benne au bio-GNV. Donc ces petites questions-là, elles avaient vraiment pour objectif d'appuyer ce qui a été dit en introduction, c'est que les biodéchets représentent vraiment une ressource au sein de vos territoires, qu'il existe différentes opportunités de les valoriser et de les traiter, mais je vais laisser mes collègues en parler bien mieux que moi, et je vous remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir participé à cette petite animation introductive. Merci beaucoup, Claire. Donc, on va passer à la première partie du webinaire qui portera sur les enjeux et les opportunités de la valorisation des déchets. Donc, dans un premier temps, c'est l'Observatoire Théo qui va prendre la parole. Donc, en fait, c'est une association ligérienne qui est assez récente, qui porte sur la transition énergétique et écologique. Donc, Madame Émilie Gauthier et Madame Canel-Huette sont présentes. Émilie Gauthier, qui est la directrice donc, de Théo, et Canel-Huette, qui est chargée de mission. Elles reviendront sur quelques définitions dans un premier temps, donc tout ce qui touche qu'est-ce qu'un biodéchet, qu'est-ce qu'un déchet. Et elles souligneront aussi les enjeux et les implications de la loi AGEC. Car comme on l'a dit tout à l'heure, les premiers déchets visés, c'était ceux des entreprises et des activités économiques en fait, de manière plus générale. Et maintenant, les ménages vont être également de plus en plus concernés, ce qui impliquera de proposer des solutions adaptées à chaque typologie de territoire. Donc, Madame Gauthier, je vous laisse projeter votre écran. Oui, bonjour à tous. Alors, je partage l'écran. Donc, normalement, vous pouvez voir mon écran. C'est tout bon. Oui. Donc, ça sera une présentation à deux voix, donc avec moi-même, Émilie Gauthier, et Canel-Huette, qui est également présente. Donc, tout d'abord, 2 mots sur l'association Théo. Donc, c'est l'Observatoire de la transition écologique des Pays de la Loire. C'est un observatoire qui a été créé en janvier 2018 par les membres fondateurs qui sont l'ADEME, l'ADREAL et la région Pays de la Loire. Historiquement, c'était sur des sujets autour de l'énergie et du climat, ce qui est toujours le cas, ça se poursuit. Mais donc, on a élargi le périmètre de l'observatoire courant 2021 sur le volet déchets et ressources, avec donc l'arrivée de Canel-Huette en octobre pour travailler sur ces thématiques-là, et quelqu'un qui vient également d'arriver aujourd'hui, Pauline Guiton, qui travaillera notamment sur les déchets ménagers assimilés. Donc, l'objet de l'observatoire, c'est d'améliorer la connaissance territoriale donc, sur la partie maîtrise de l'énergie, réduction des émissions de gaz à effet de serre, développement des énergies renouvelables et adaptation au changement climatique. Et d'autre part, du coup, sur la partie prévention et gestion des déchets et également le volet économie circulaire. Donc, aujourd'hui, on a des membres actifs qui sont plutôt sur le volet énergie et on est en cours de mise en place de la gouvernance avec des membres
sur le volet déchets et ressources. Et donc GRDF est membre actif de l'association. Donc l'idée est de mettre à disposition des données, des informations, des indicateurs pour aider à la mise en œuvre et au suivi de politiques publiques en faveur de la transition écologique. Donc je vous invite à aller voir sur le site internet les différentes ressources qui y sont déjà, sachant que ça va être enrichi au fur et à mesure puisqu'on vient de se lancer sur ces thématiques. Alors, si on parle de déchets, donc de biodéchets, on a commencé par remettre des définitions. Donc, au niveau des déchets, on a les déchets des collectivités, les déchets des ménages, les déchets d'activité économique. C'est 3 catégories de déchets dans lesquelles on va pouvoir retrouver des biodéchets. Et après, on a les déchets de construction et du BTP sur lesquels, pour le coup, les biodéchets ne sont pas concernés. Et les biodéchets donc, sont retrouvés principalement dans les ordures ménagères résiduelles et peuvent faire également l'objet de collecte sélective, que ce soit donc, pour les ménages, mais aussi pour les petites entreprises de type assimilé. Au niveau des typologies de déchets, on va entendre parler de plusieurs définitions, les déchets municipaux, les déchets ménagers assimilés ou les ordures ménagères et assimilées. Il peut y avoir des biodéchets dans l'ensemble de ces catégories et c'est des définitions qui sont utilisées par les acteurs au niveau de la France, mais aussi au niveau de l'Europe. C'est pour ça qu'il y a plusieurs choses qui cohabitent. Donc, sur les biodéchets, la définition exacte, c'est tout déchet non dangereux, biodégradable, de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. Donc, de cette définition, on dégage 2 grandes catégories de biodéchets, les déchets de cuisine d'étable, autrement dit les déchets alimentaires, et les déchets végétaux, déchets verts, déchets de jardin, qui font souvent déjà l'objet de collectes séparées ou d'apports en déchetterie, par exemple. Donc, comme on l'a vu dans le petit questionnaire de départ, il y a un gisement important de biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles. Donc, l'ADEME a réalisé un MODECOM en 2017, c'est-à-dire une caractérisation de qu'est-ce qu'il y a dans les ordures ménagères résiduelles pour voir le potentiel de valorisation restant. Donc, on voit que sur les déchets putrescibles, les déchets putrescibles composent la poubelle sur 33%. Et quand on regarde le détail, on a 46% de déchets alimentaires, on a 14% de déchets de jardin, et après on a 7% de produits alimentaires non consommés sous emballage et 28% de produits alimentaires non consommés. Donc, ce qui fait un ensemble de 35% des déchets qui sont issus en fait du gaspillage alimentaire. Donc, c'est intéressant d'avoir les déchets putrescibles, mais aussi le détail pour voir quel type d'actions peuvent permettre de réduire cette part. Donc ici, nous avons remis ce qu'on appelle la règle des 5 R, qui est une hiérarchisation des actions à mettre en place sur la gestion des déchets. Donc dans un premier temps, refuser et réduire. Ce sont les actions de prévention et de sensibilisation pour lutter contre le gaspillage alimentaire qui vont rentrer dans ces catégories-là. Ensuite, il y a la partie réutilisation. Donc c'est une partie un peu moins facile à mesurer, mais ça peut être par exemple l'utilisation pour la nourriture animale qui peut s'apparenter à de la réutilisation. Et sur la partie biodéchets, le dernier R, c'est rendre à la terre. Et donc, c'est là que va intervenir la partie tri à la source des biodéchets et donc la valorisation matière. Au niveau des textes, on retrouve les sujets de prévention à tous les niveaux. Premièrement, au niveau européen, avec une directive sur le sujet. Ensuite, on a le plan national de prévention de déchets. Il y en avait un jusqu'en 2020. Il y en a un nouveau sur 2021-2027 qui a fait l'objet de concertation fin 2021. Ensuite, sur la région, on a le plan régional de prévention et de gestion des déchets qui a été adopté fin 2019.
Et ensuite, au niveau local, c'est possible de mettre en place des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés. Donc ça va être plus à l'échelle locale avec des actions ciblées et adaptées au territoire. Donc, au niveau du plan régional de prévention et de gestion des déchets, il y a des objectifs qui sont sur les biodéchets avec la réduction du gaspillage alimentaire, la réduction de quantité de déchets verts, plus globalement la réduction du ratio de déchets ménagers assimilés par habitant. Et un autre objectif qui va impacter sur les biodéchets, c'est la réduction de la quantité de déchets non dangereux mis en installation de stockage. Donc c'est dans l'objectif d'atteindre ces objectifs que le tri à la source pourra être mis en place, entre autres. Rapidement, sur les enjeux, on a une partie du coup d'impulsion légale avec les différentes lois qui ont été mises en place. Ce qui est à noter, c'est qu'il y a d'abord eu des lois qui se sont imposées aux grands producteurs progressivement. Au départ, les supérieurs à 120 tonnes par an jusqu'aux supérieurs à 5 tonnes par an au 1er janvier 2023. Et en parallèle, la mise en place de tri à la source des biodéchets pour les particuliers. En dehors de l'impulsion légale, les intérêts à déployer des solutions de valorisation des biodéchets, il y a d'abord des intérêts politiques d'être exemplaires sur le service de déchets et aussi de donner la possibilité aux citoyens de réduire la quantité d'OMR dans le cadre du déploiement d'une tarification incitative. Ensuite, il y a les aspects écologiques, donc sensibiliser les citoyens, réduire l'impact environnemental et valoriser la matière organique. Et finalement, financier, un objectif de maîtriser les coûts de gestion dans leur ensemble et éventuellement de rentabiliser un équipement qui aurait été mis en place, un méthaniseur, une plateforme de compostage ou ce genre d'installation. Donc je vais passer la parole à Caneluette pour préciser certains aspects sur le département de la Sarthe. Merci Émilie. Donc bonjour à tous. On va faire un petit focus sur l'organisation de la compétence déchets dans le département. La compétence déchets, ça concerne la compétence collecte qui concerne la prévention, la collecte des déchets et la compétence traitement, donc le traitement des déchets. Sur le département, donc, vous avez deux cartographies. Donc d'une part, les structures à compétence collecte au 1er janvier 2022. On en compte 13, dont on en a en plus une, la communauté urbaine d'Alençon, qui est une EPCI dont le siège est hors de la région, donc on compte à part. Et pour le traitement, on a 12 structures. C'est important d'avoir en tête l'organisation et la structuration des compétences déchets sur le département, et ça peut différer d'un département à l'autre. Par exemple, en Vendée, il y a un seul département, un seul syndicat de traitement départemental, et c'est important d'avoir en tête qui est détenteur de quelles compétences, car ils auront un rôle différent sur la chaîne de vie du biodéchet. Et sur la droite, vous avez une carte des modes de financement du service de gestion des déchets des EPCI. Donc, ce sont des données qui datent de 2019, et vous pouvez y voir notamment la mise en place de tarification incitative qui va souvent de pair avec la mise en place de tri à la source des biodéchets. Un chiffre un peu plus actualisé qui nous vient de Citeo, on compte au 1er janvier 2022 environ 33% des Sarthois qui sont soumis à une tarification incitative. Voilà pour le contexte de la Sarthe. Ensuite, pour passer en termes de valorisation des biodéchets et leurs avantages, on compte 2 processus de valorisation de la matière organique qui sont complémentaires. D'une part, le compostage, qui est un procédé de traitement en présence d'oxygène et qui produit du compost. Et d'autre part, de la méthanisation, qui lui est un procédé en absence d'oxygène, qui produit du biogaz et du digestat, qui est un fertilisant naturel. Les avantages de ces 2 processus complémentaires, c'est d'une part réduire fortement la quantité de déchets qui est incinérée et enfouie, et notamment sur l'incinération, c'est un processus qui coûte de l'énergie de brûler des biodéchets, car ils ont une forte teneur en humidité. Vous pouvez le voir dans le tableau, l'humidité moyenne d'un déchet putrescible, c'est 65%. Donc éviter d'incinérer un déchet, ça permettra
de coûter moins d'énergie à l'incinérateur. Et d'autre part, ça permet de produire de l'énergie, notamment via le processus de méthanisation qui produit du biogaz et du digestat. Et enfin, ce digestat peut être aussi une alternative aux engrais chimiques qui pourraient faire face à une montée des prix peut-être prochainement. Ensuite, en termes de mise en place du tri à la source des biodéchets, donc plus concrètement pour les ménages, dont l'obligation, je vous le rappelle, est au 31 décembre 2023, on constate deux modèles qui cohabitent, donc la gestion de proximité et la gestion centralisée, qui sont deux modèles, comme je vous le dis, qui peuvent cohabiter et qui sont adaptés en fonction des contraintes locales. La gestion de proximité, donc comme vous pouvez le voir sur le schéma, il n'y a pas d'étape de collecte. C'est directement de la gestion de proximité des biodéchets, soit via l'alimentation animale, soit via du compostage, que ce soit à domicile, en établissement ou de quartier, et ça produit directement du compost. D'autre part, on a une gestion centralisée, donc qui est un circuit plus long, avec plusieurs modes de collecte, la collecte en porte-à-porte, la collecte en point d'apport volontaire ou bien la collecte en déchetterie. Ça permet une mutualisation du gisement pour soit qu'il soit valorisé sur un site de compostage dédié, soit sur une unité de méthanisation sur un site dédié. Donc l'usine de compostage va donner du compost et la méthanisation va donner du biogaz qui pourra être valorisé soit sous forme de biométhane qui sera injecté dans le réseau, soit sous forme de biocarburant ou via de la cogénération, donc en créant de l'électricité et de la chaleur. Et d'autre part, l'autre produit, c'est le digestat. Donc voilà, en termes de la mise en place concrète du tri à la source des biodéchets. En ce qui concerne la gestion de proximité, vous avez une cartographie des opérations de compostage de proximité. Donc en orange, vous avez les EPCI qui proposent des opérations de compostage domestique. Donc par là, on entend par exemple l'EPCI qui distribue des composteurs individuels. Et dans les cercles rouges, vous avez le nombre de composteurs de quartier disponibles en 2019. Les composteurs de quartier, on peut le voir sur la carte, sont plutôt déployés dans des zones plus urbaines. Les composteurs individuels sont plutôt pour les zones plus rurales. Sur la Sarthe, on compte 2115 composteurs qui ont été distribués en 2019 et 61 composteurs disponibles en 2019. On ne compte pas la CU d'Alençon. Et le réseau Compost Citoyen, donc, qui est une association nationale qui fait de la promotion de la prévention et de gestion de proximité des biodéchets, a un outil qui s'appelle GeoCompost qui permet de localiser un composteur près de chez soi. Donc ça peut être assez utile pour localiser pour les citoyens où est-ce que j'ai un composteur de quartier à côté de chez moi qui me permettrait de composter mes biodéchets, notamment quand on habite en appartement. Donc n'hésitez pas à nous envoyer la géolocalisation de vos composteurs de quartier pour mettre à jour l'outil et qu'il puisse servir au maximum aux usagers. Et enfin, parallèlement, il y a la gestion centralisée. Donc, sur les deux cartes, vous avez d'une part les plateformes de compostage qui ont accueilli des biodéchets en 2020 et d'autre part les installations de valorisation de biogaz en fonctionnement, dont notamment les unités de méthanisation. Donc, deux types d'installations complémentaires qui sont déjà déployées sur le département et en général pour les gros producteurs de déchets. Il peut y avoir des possibilités de synergie qui se créent entre les gros producteurs et les ménages, les collectivités, pour pouvoir mutualiser une installation, par exemple. Voilà, je redonne la main à Émilie. Du coup, le dernier volet, c'est sur l'aspect coût de la gestion des déchets. Donc, le premier graphique donne la composition du coût complet des OMR selon un référentiel national publié par l'ADEME. Donc, on voit que les deux gros postes de coûts sont la collecte et le traitement. Et après, il y a d'autres postes de coûts, donc la structure, la communication, la prévention, la précollecte et le transfert et transport. Donc on en a parlé tout à l'heure, les possibilités de réduction via la prévention et la sensibilisation. Donc pour faire réduire les postes de collecte ou de traitement, il peut y avoir par exemple la possibilité d'augmenter la part de prévention et de communication. Et ça permet d'avoir une vision globale dans le sens où si on retire les biodéchets des ordures ménagères résiduelles, peut-être que le coût de collecte va augmenter, mais le coût de traitement serait amené à diminuer.
En dessous, donc c'est des graphiques qui donnent l'évolution du coût aidé d'une part des OMR et d'autre part des biodéchets. Et ce qu'on voit, c'est que donc pour l'instant, pour les OMR, c'est en dessous des biodéchets, mais on voit aussi que la variabilité du coût pour les biodéchets est énorme, puisqu'elle va de 179 à 805, alors que sur les OMR, c'est beaucoup plus tassé. Et donc, il va y avoir, c'est quand même quelque chose qui est relativement récent par rapport aux OMR. Donc, il va y avoir la mise en place de tout un écosystème d'acteurs qui va permettre de réduire les coûts. Et puis, il faut voir les coûts dans leur ensemble. On parlait tout à l'heure du pouvoir calorifique des déchets, et le fait de retirer les biodéchets va permettre d'avoir une incinération avec un pouvoir calorifique plus important. Alors qu'à côté, on a l'extension des consignes de tri, par exemple, qui va retirer une part de plastique qui, pour le coup, ont un pouvoir calorifique élevé. Donc, ça va permettre de compenser ce genre d'évolution. Donc, voilà, les coûts sont un peu plus élevés, mais pas stabilisés. Et surtout, il y a une grande disparité. Ce ne sera pas du tout la même chose si on fait une collecte en porte-à-porte que si on fait une distribution de composteurs de quartier. Qui sont deux solutions viables et à étudier en fonction du territoire. Donc voilà pour nous, je vais repasser la main à Jeanne. Merci beaucoup. On ne va pas perdre de temps parce qu'on a encore un programme un peu dense, donc je vais directement passer la parole à Éric Feuillet, qui est le référent biodéchets chez GRDF, qui va revenir sur les raisons pour lesquelles justement GRDF s'intéresse aux biodéchets et ce que ça représente en termes de potentiel de production d'énergie. Je voudrais juste mettre un point d'attention, c'est que GRDF n'est ni producteur ni vendeur de biogaz. C'est surtout un acteur catalyseur de la partie méthanisation et qui dispose donc en conséquence d'une connaissance assez fine du réseau des méthaniseurs. Et donc, M. Feuillet va justement en profiter pour aborder les chiffres clés propres au territoire sarthois et les différents modèles qui existent dont les acteurs comme les collectivités territoriales peuvent se saisir. On ne t'entend plus, Eric. Ouais. C'est mieux. Voilà, je voulais couper la caméra et mettre le micro, mais je fais des choses en même temps. C'est pas à ma portée, ça. Bonjour à tous. Je vais donc repasser à ma présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Okay. C'est bon. On va revenir effectivement à ça. Donc effectivement, comme le disait Jeanne, GRDF, effectivement, on peut se demander quel est notre lien avec la production avec les biodéchets, pardon. Effectivement, on n'est pas un acteur de la gestion des déchets, on n'a pas l'intention de l'être. Pourtant, lorsque l'on parle d'énergie, en fait, on applique les mêmes principes que ceux, par exemple, utilisés en matière de hiérarchie de traitement des déchets, à savoir d'abord la sobriété, ensuite l'efficacité, ensuite la substitution de ce que l'on fait par des sources renouvelables. Ça pourrait s'apparenter au recyclage. Et puis une complémentarité des solutions, et surtout pas une solution qui s'adapterait à toutes les situations. Ça n'existe pas. Donc, lorsque l'on effectivement regarde un petit peu notre activité, nous, on est gestionnaire d'infrastructures, de vos infrastructures. Donc, et par contre, on s'est engagé depuis plus de 10 ans à faire émerger une filière de production locale de gaz renouvelable par les ressources qui sont mises en œuvre, et bas carbone lorsque l'on considère l'analyse complète de cycle de vie de production de ces énergies. Mobiliser des biodéchets, aujourd'hui en France, c'est à peu près 18 millions de tonnes de déchets ou de biodéchets fermentés cibles qui pourraient être mobilisés. C'est un gisement brut. Si on part sur l'idée déjà d'en valoriser ou d'en mobiliser 50%, eh bien ces biodéchets permettraient de produire à peu près 8 millions de tonnes de fertilisants naturels en substitution des engrais chimiques. Les engrais chimiques étant, pour la part azotée, principalement produites à partir du gaz naturel. Donc on voit l'intérêt en termes d'économie de ressources. Sur le volet énergétique, puisque effectivement la méthanisation est avant tout un outil de valorisation organique et donc qui permet le retour au sol de ces biodéchets.
mais elle permet aussi de produire de l'énergie. Et là, encore une fois, au niveau national, le potentiel est entre 5 et 9 milliards de kilowattheures par an, ce qui est assez conséquent. Donc c'est l'occasion de mettre en œuvre des principes d'économie circulaire. Aujourd'hui, bon, je ne rappellerai pas les enjeux, mais quand même, sur le plan environnemental, on a un enjeu de préservation des ressources, tout autant que de lutte contre le changement climatique. On a également un enjeu économique, c'est-à-dire de permettre au plus grand nombre d'accéder à une énergie qui soit sûre et qui soit abordable. Et puis, malheureusement, l'actualité nous l'enseigne aujourd'hui, de retrouver de la souveraineté énergétique, relocaliser nos productions et être beaucoup plus résilients sur nos systèmes énergétiques. Dans ces conditions, effectivement, GRDF, nous, on est plutôt un catalyseur du développement du biométhane et on a su développer toute une palette de relations avec différents acteurs, que ce soit la filière agricole, que ce soit les industries agroalimentaires, les équipementiers, les collectivités et également les institutions. Donc, quand on parle de biodéchets, finalement, de la généralisation du trait à la source des biodéchets, on y voit d'abord une obligation réglementaire qui vient quand même assez vite, sous 2 ans, mais j'aurais tendance à voir le verre plutôt à moitié plein et dire que c'est aussi une opportunité pour les territoires. Et notre rôle sera finalement d'informer, de faciliter, d'animer et finalement vous faire bénéficier de cet écosystème que l'on a pu développer autour des biodéchets. Si l'on s'intéresse aux biodéchets que l'on peut utiliser en méthanisation, donc là, on va considérer que c'est la part de biodéchets qui ne peut être évitée, hein, même celle qui n'est pas traitée par les solutions de proximité, donc finalement celles qui vont faire l'objet d'une collecte. Eh bien, il y a toute une chaîne, on va dire, de la mobilisation, entre le producteur et le retour au sol de cette matière organique. On va trouver toute une chaîne que je ne vais pas forcément détailler. Mais ça permet en tout cas de produire du gaz renouvelable à partir de vos déchets et donc ça permet finalement de décarboner tous les usages, ça a été dit en introduction, qu'ils soient industriels, tertiaires, résidentiels et même la mobilité, sans avoir à réinvestir à l'aval sur la distribution du gaz, sur les équipements terminaux qui vont utiliser l'énergie. Donc finalement, c'est une transition énergétique qui est plus rapide et à coût moindre, parce que ça, il ne faudrait pas non plus l'oublier. Si on regarde sur la base des ratios moyens de biodéchets présents dans nos poubelles non triées, on va dire la poubelle d'ordures ménagères résiduelles, alors on a pris un EPCI un petit peu type, 22 000 habitants. On va dire que ça c'est des ratios moyens, mais ça permettrait de produire un peu plus de 1000 tonnes, de mobiliser en tout cas 1000 tonnes de biodéchets qui en méthanisation permettrait de générer 930 tonnes de fertilisants naturels au travers du digestat et ça permettrait de produire à peu près 1 gigawattheure de biométhane qui viendrait se substituer à du gaz fossile. Donc ça permet quand même de faire tourner des camions, par exemple, des collectes de déchets, par exemple, hein, et de faire 85 000 km avec, ou alors de chauffer 170 maisons, on va dire, actuelles. Quels sont les modèles possibles en matière de méthanisation? Donc, comme ça a été dit par l'Observatoire Théo, les déchets sont de plusieurs, enfin les biodéchets sont de plusieurs natures. Ils sont ceux qui font l'obligation aujourd'hui d'un traitement, d'une collecte, d'un tri, sont avant tout des déchets d'activité économique. On pourrait assimiler aussi certains déchets de collectivité issus de la restauration ou les déchets de jardin comme aussi des activités économiques. Ce qui va être nouveau et ce qu'il y a devant nous là, dans les 2 ans qui viennent, c'est l'obligation pour les déchets ménagers et assimilés et donc comme ça a été dit précédemment, notamment les déchets de cuisine et de table. La particularité de ces déchets, avant qu'ils ne soient traités en méthanisation, c'est qu'il y a besoin de les hygiéniser. Il y a une certaine réglementation sanitaire sur ce point. Et donc, on voit apparaître dans toute la chaîne de mobilisation du déchet des étapes de pré-traitement. Donc, lorsque l'on voit finalement c'est la nature finalement de ce gisement, même si on tend à le réduire, hein, encore une fois, il faut éviter de produire du déchet. Eh bien, on va avoir différentes typologies de projets de méthanisation
soit certains qui sont basés sur 100% de biodéchets en entrée, mais je dirais que c'est plutôt réservé à des grosses collectivités, hein. Une des collectivités premières, pionnières, pardon, c'était l'agglomération de Lille, qui avait développé un projet 100% sur des biodéchets ménagers. Ce que l'on va plus trouver dans nos territoires, finalement, qui ont une densité plutôt intermédiaire, c'est des projets mixtes avec des biodéchets d'origine ménage et également des déchets agricoles et des déchets de l'industrie agroalimentaire. Ensuite, on peut trouver des typologies de projets qui vont se distinguer suivant l'endroit où on va situer l'étape de pré-traitement dont je parlais tout à l'heure. Si vous avez des déchets qui sont issus, par exemple, des grandes surfaces, qui peuvent être des déchets emballés, vous aurez besoin, avant de les mettre dans un méthaniseur, hein, qui n'a pas besoin de matière inerte non valorisable, vous aurez besoin de déconditionner et donc de séparer, par exemple, les déchets d'emballage. Ensuite, vous devrez hygiéniser ces déchets. Et cette étape de pré-traitement peut se faire soit sur le site de méthanisation, soit être déportée sur une plateforme de pré-traitement qui est peut-être au plus proche on va dire des circuits de collecte, que ce soit en porte-à-porte ou en point d'apport volontaire. Ensuite, les projets, on peut les distinguer suivant l'implication des collectivités. Je parle d'implication financière notamment. La collectivité peut très bien soit rentrer dans une société projet qui va porter une partie des différentes briques de la chaîne de valeur du déchet, ou alors simplement passer des prestations. Voilà, donc là, c'est ce qui va donner quelques typologies assez différentes. Toutes les collectivités n'ont pas forcément besoin d'investir dans un méthaniseur, dans toute une chaîne de traitement. Ça va dépendre de ce qu'il y aura à l'instant T sur le territoire. Alors justement, sur le territoire de la Sarthe, aussi quelques chiffres sur les méthaniseurs existants et sur les potentiels de production de gaz renouvelable à partir de déchets. Aujourd'hui, il y a 5 unités de méthanisation qui sont raccordées et donc qui font du biométhane et injectent dans le réseau exploité par GRDF. Et ça permet quand même de générer 85 millions de kilowattheures par an, ce qui n'est loin d'être négligeable. C'est 3,5% des consommations et des volumes de gaz qui sont acheminés sur le département. Parmi ces unités, une au moins est déjà équipée d'équipements de déconditionnement et d'hygiénisation. Elle est plutôt située sur l'agglomération du Mans. Et on voit arriver d'autres projets qui intègrent des équipements d'hygiénisation et donc qui vont constituer une capacité de traitement final de ces biodéchets une fois qu'ils auront été collectés. Alors, je dis tout à l'heure, en l'absence d'équipement d'hygiénisation sur les sites de méthanisation, eh bien, les digesteurs, les méthaniseurs existants peuvent accueillir des biodéchets sous certaines conditions qui sont encadrées par la réglementation environnementale. Et on voit finalement des plateformes, on voit arriver des plateformes de déconditionnement et hygiénisation qui vont venir livrer une soupe hygiénisée à différents méthaniseurs agricoles principalement distribués sur votre territoire. Là, vous avez quelques chiffres par EPCI, si je ne me trompe pas, ou par EPCI, qui est sur le potentiel finalement de biodéchets mobilisables et pour faire notamment de la méthanisation, c'est à peu près 30 000 tonnes par an qui a été estimé. Alors c'est une estimation très large qui mérite ensuite d'être approfondie à la maille de vos collectivités, mais ça permet quand même de traduit en usage énergétique de faire rouler, faire de 2,5 millions de kilomètres pour des véhicules lourds. Donc c'est une production d'énergie qui est assez intéressante pour votre territoire. Alors j'ai dit tout à l'heure, l'obligation de trier la source des biodéchets, c'est finalement une obligation, donc c'est vécu comme une imposition réglementaire. Pour autant, vous avez un certain nombre d'outils à votre disposition. La première des choses, c'est déjà d'avoir une certaine méthodologie pour répondre à différents enjeux. La première des choses, c'est finalement d'adapter
les solutions que vous allez mettre en œuvre aux spécificités de votre territoire, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de solution miracle, donc il faut déjà évaluer, avoir la connaissance du gisement entre guillemets de biodéchets sur votre territoire, qui sont les producteurs, quels sont les volumes, les flux, faire un état des lieux de la gestion de ces déchets, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui traités, soit en enfouissement, soit en incinération, souvent dans les cas présents. Et puis, il faut identifier différents acteurs qui sont présents et faire avec, mais faire différemment avec ces acteurs. Ça, c'est vraiment la première des choses. Le deuxième enjeu à relever, c'est à partir du moment où la valorisation organique de ces biodéchets, c'est d'assurer un retour au sol, il faut s'assurer de la qualité et de la quantité de ces flux mobilisables. Donc la première des choses, et là ça vous appartient en tant que collectivité, c'est de pouvoir sensibiliser le producteur de biodéchets, notamment le citoyen. C'est de mobiliser les acteurs, c'est d'avoir des outils de communication adaptés. Il faut donner du sens aux gestes de tri. Il faut que ce soit bien compris. Ensuite, il faut bien sûr s'impliquer sur la collecte, sur la collecte ou la pré-collecte, la mise à disposition de contenants qui permettent de faire cette collecte spécifique pour des déchets de cuisine et de table, par exemple, et définir également quel mode, pour la partie qui est collectée, quel mode de collecte vous allez mettre en œuvre. Est-ce que c'est du porte-à-porte ou est-ce que c'est du point d'apport volontaire? Et ça va dépendre vraiment de la densité de votre territoire, ça va dépendre vraiment de vos caractéristiques intrinsèques. Ensuite, c'est peut-être de définir où sont les lieux possibles de pré-traitement. Donc, je reviens, c'est déconditionnement et hygiénisation. Dernière étape, c'est la qualité du recyclage de ces biodéchets triés afin qu'ils expriment le maximum de potentiel énergétique et agronomique. On l'a dit, ce sont les deux valorisations issues de la méthanisation. Donc le traitement en méthanisation, donc il va falloir décider déjà de la typologie de projet. Est-ce que c'est un projet 100% reposant sur des biodéchets ou est-ce que c'est un projet mixte avec des intrants également agricoles? Et en valorisation, et c'est pour ça que c'est important d'avoir le monde agricole, en tout cas dans la boucle, c'est que le digestat comporte toujours un statut de déchet et doit faire l'objet d'un plan d'épandage. Donc il faut quand même assurer un retour au sol de ces digestats pour qu'ils puissent justement se substituer aux engrais de synthèse, hein, sur une exploitation agricole. Le digestat valorisé directement sur l'exploitation peut représenter 30 à 40% des volumes d'engrais de synthèse en moins sur ces exploitations. Donc c'est quand même quelque chose de non négligeable. Donc voilà pour cette partie un petit peu générale. Alors je me fais le porte-parole de l'ADEME qui n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui, mais vous avez également des outils d'accompagnement et des aides qui sont possibles. À commencer par l'appel à projet biodéchets lancé par l'ADEME Pays de Loire, qui court, hein, dont les objectifs sont d'accompagner vraiment sur la mise en œuvre du tri à la source des biodéchets avec plusieurs volets. Bien sûr, la gestion de proximité, hein, de ces biodéchets. Donc là, on est plutôt dans des stratégies d'évitement, donc avec des compostages de proximité, que ce soit sur de l'habitat individuel ou sur du pied d'immeuble. La mise en place de la collecte séparée. Il y a également des aides pour ce volet-là. Et puis, c'est le renforcement d'un réseau, d'un maillage territorial de capacité de traitement des biodéchets, notamment s'agissant des déchets de cuisine et de table, ce qu'on appelle des sous-produits de catégorie animale de classe 3, donc qui nécessitent un certain traitement sanitaire. Donc bien sûr, ça passe par du compostage centralisé industriel, mais également par des méthaniseurs, hein. Ce sont deux techniques qui sont derrière une collecte. Donc vous pouvez retrouver tous ces éléments sur l'adresse un petit peu longue qui est là, mais les transparents seront laissés pour les participants. Donc sur la plateforme Agir pour la transition, hein, la plateforme de l'ADEME, vous retrouverez tous ces éléments-là. Sachez qu'il y a une dernière date de limite de dépôt des dossiers au 7 juin 2022, donc ça vient quand même assez vite. Et puis je vous ai mis les coordonnées de la chargée de mission chargée de suivre ce projet. N'hésitez pas à revenir vers Aurélie Busson qui saura vous orienter sur la façon de déposer des dossiers sur ce champ.
Alors de notre côté, côté GRDF, on a travaillé avec un certain nombre de partenaires institutionnels, avec des bureaux d'études, pour mettre en place notamment un guide de la mobilisation des biodéchets, du tri à la source jusqu'à la méthanisation. Donc ce guide je dirais, est disponible, hein, ça vous permet d'avoir toute la chaîne complète. Donc vous avez des guides très, très généraux et vous avez des guides un petit peu plus spécialisés, alors qui vont plutôt intéresser les porteurs de projets de méthanisation, tels que ceux portant sur l'hygiénisation des biodéchets. Vous avez une brochure générale qui a été établie par le Centre technique du biométhane sur le recyclage des nutriments, notamment ceux issus des biodéchets. La notion de qualité de valorisation de cette matière organique est vraiment importante. Et je vous ai mis encore des références sur le bas de la page qui correspondent aux références documentaires de l'ADEME sur le cycle des biodéchets. Alors, autre brochure sur laquelle nous avons travaillé suite à un appel à manifestation d'intérêt, nous avons, qui était plutôt destiné à la filière, en fait, notamment les équipementiers sur toute la chaîne de valeur du biodéchet. Nous avons établi une revue qui est non exhaustive, de ce qu'on a appelé les solutions innovantes et engagées. Donc, vous allez trouver différentes catégories, hein, ça va de la sensibilisation du citoyen jusqu'au traitement, au pré-traitement, donc hygiénisation, déconditionnement et puis méthanisation, jusqu'aux outils de collecte des biodéchets. Et quand on dit collecte, je crois que quand on parle de biodéchets de façon générale, il est important d'avoir une bonne traçabilité de ce que l'on fait. Donc, vous avez un certain nombre d'outils qui permettent de générer de la donnée. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, déjà pour vérifier la pertinence des politiques et des actions qui seraient mises en œuvre. Et voilà, c'est aussi l'intérêt d'avoir une gestion centralisée. C'est un peu plus complexe à mettre en œuvre. Par contre, ça permet de mieux suivre les résultats. Voilà, donc vous aurez de toute façon les références vers ces documents. Donc l'intérêt, obligation réglementaire, oui, mais des systèmes d'aide, oui, mais un certain nombre de documents qui vous permettent de mettre en œuvre ces obligations réglementaires. Voilà, donc je vais passer un petit peu vite cette partie-là. Là, vous avez des exemples tirés de cette revue des solutions innovantes. Donc là, sur le volet sensibilisation, je ne vais pas forcément détailler, parce que je crois qu'on avait pris un petit peu de retard. Binapi, par exemple, c'est des solutions de collecte par point d'apport volontaire, mais plutôt destinées à des professionnels de la restauration. Donc là, on est sur du point d'apport volontaire, donc qui peuvent être assimilables à des déchets ménagers, mais plutôt pour les professionnels. Vous avez des techniques de micro-méthanisation, hein, il y a différents types de tailles de projets. Toutes ces solutions sont décrites dans cette revue, encore une fois, une revue non exhaustive et qui sera amenée à s'enrichir au fil du temps. Merci Eric. Avant de repasser la parole aux intervenantes de Théo, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a eu une question dans le chat. Donc Eric, peut-être que vous pourriez y répondre. Alors, je regarde. Le Tourmi de la communauté. Monsieur Tourmi, comité de communication. Hypothèse où toutes les intercos mettraient en place une collecte serait-elle suffisante pour assurer la valorisation? Sinon, combien d'installations seraient nécessaires? Alors, on ne peut pas répondre comme ça instantanément, mais globalement, les méthaniseurs, principalement agricoles, puisqu'aujourd'hui, l'essentiel de la matière qui est mobilisée en méthanisation est une matière agricole, un petit peu d'industrie agroalimentaire. Les méthaniseurs ont toujours un petit peu de réserve quand même sous le pied. Après, il faut qu'ils aient les bons agréments sanitaires, qu'ils aient les bons, les bons statuts au niveau des installations ICPE. Mais oui, a priori, ils auraient la capacité à pouvoir gérer ces biodéchets. Il faut un petit peu de temps, il faut structurer toute une filière. Ça fait partie, je pense que c'est une réponse complète à cette question. On commence par faire le bilan des gisements de chaque EPCI sur votre territoire. Et après, derrière, nous, ça nous permet aussi de structurer, de mettre en relation avec les méthaniseurs existants. Et au besoin, ça peut faire émerger de nouveaux projets de méthanisation pour compléter l'offre. Voilà. Sachant que vous aurez aussi. Voilà.
Puis juste pour compléter, avant de passer la parole à Théo, ça aussi dépend de la localisation, parce qu'on voit bien C'est que ça. le sens du biodéchet, c'est pas qu'il fasse 70 km pour aller pour être traité quelque part, c'est plutôt qu'on est sur une solution locale. Donc Mm. ça, c'est aussi un point Je pense qui qu'il est, faut, qui est un- ouais, il faut faire le bilan des solutions qui existent parce que vous avez aussi des plateformes de compostage qui sont capables de traiter des sous-produits animaux. Je pense que le point important, c'est à la fois de faire un bilan du gisement de biodéchets mobilisables, des capacités de traitement, des infrastructures, par exemple d'énergie disponibles, et puis de ne pas réinventer, de ne pas tout casser, hein. Enfin, le but, c'est de ne pas déstructurer aussi les filières existantes. C'est faire avec ce qu'on a, mais le faire peut-être mieux, quoi. Donc je pense que c'est plutôt, on va dire, propice à pouvoir traiter l'ensemble de ces biodéchets collectés. Merci beaucoup. Bon, on repasse la parole rapidement aux intervenantes de Théo qui vont en profiter pour vous faire un focus un peu sur les perspectives et sur l'accompagnement qui peut être proposé. Et puis ensuite, on passera à la dernière partie du webinaire où on vous laissera la parole. Donc, on va faire rapidement. Donc, les perspectives sur la diminution, il y a une perspective de diminution du coût global par la réduction des tonnages de biodéchets, donc la prévention contre le gaspillage alimentaire, la mise en place de la tarification incitative et la mise en place de solutions de gestion de proximité quand c'est possible, parce qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, les solutions peuvent cohabiter. On peut avoir sur un territoire une partie rurale qui est avec une gestion de proximité, une partie plus dense où on fait une collecte en apport volontaire. Voilà, ça peut se combiner. Et une évolution aussi à venir, c'est la réduction de la différence de coût de gestion entre les OMR et les biodéchets, notamment par l'évolution de la TGAP. Donc là, on voit un graphique qui a été publié par Amorce sur les perspectives d'évolution de la TGAP sur l'incinération et sur l'enfouissement. Donc ces éléments vont faire que les coûts vont se rapprocher. Au niveau des outils, il y a l'outil compte à coût de l'ADEME qui est un outil de matrice de coûts qui permet aux EPCI d'avoir le détail sur leur territoire de la répartition des coûts. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé derrière pour mettre en place des actions de réduction des coûts. Il y a des fiches diagnostiques de la TEOM 2020 qui ont été envoyées à toutes les EPCI en France concernées par la TEOM par l'Institut Paris Région. Alors, c'est l'Institut Paris Région qui a fait le travail, mais c'est vraiment pour toutes les EPCI de France. Donc, normalement, ces fiches ont été reçues par les EPCI dont vous faites partie. Et ensuite, la structuration de l'Observatoire Théo va permettre d'avoir plus de données à l'échelle régionale, à l'échelle du département, mais aussi à l'échelle de l'EPCI. Donc, je passe rapidement la parole à Canel pour 2 dernières slides. Donc pour récupérer ces données, on a les enquêtes de l'ADEME. Donc d'une part, l'enquête ITOM qui est réalisée tous les 2 ans auprès des exploitants d'installations de traitement d'ordures ménagères, dont les plateformes de compostage et les unités de méthanisation. Donc ça nous permettra d'avoir des données agrégées à l'échelle de la région ou du département sur le gisement. Et de l'autre côté, on a l'enquête collecte qui est, elle, réalisée les années paires. Donc cette année, il y a l'enquête collecte qui est réalisé en 2022 sur les données 2021, qui s'adresse aux EPCI et aux syndicats à compétences collecte des déchets pour pouvoir collecter l'ensemble des données sur les services de collecte, les déchetteries, avoir les tonnages, la fréquentation, etc. Nous, en tant qu'observatoire, on a rajouté un focus sur la gestion de proximité des biodéchets pour avoir un panorama plus large sur la gestion et le tri à la source des biodéchets, donc en rajoutant des questions sur le compostage autonome, le compostage domestique, etc. Et également, on collecte via cette enquête les tonnages collectés par les EPCI qui ont mis en place une collecte sélective. Donc voilà, grâce à ces données, on peut en sortir des indicateurs, dont un indicateur clé, le pourcentage de la population couverte par le tri à la source des biodéchets, qui peut se confronter à des difficultés sur comment déterminer la population qui est couverte, la population qui a un composteur domestique, la population qui a accès à un composteur de quartier, ou bien la population qui est couverte par la collecte des biodéchets, sur la population qui est dotée de composteurs domestiques, à partir de combien d'années on
on détermine que ce composteur n'est plus utilisé. On ne peut pas comptabiliser le compostage en fond de jardin, ni l'alimentation animale. Comment prendre en compte l'impact de la prévention sur le gaspillage alimentaire, sur le remplissage des composteurs, et comment différencier la population desservie et la population pratiquante de collecte de biodéchets. Donc, c'est autant de questions qu'on va travailler avec les EPCI qui sont sur le terrain. Voilà pour la collecte des données. Je redonne la parole à GRDF. Merci beaucoup. Alors, on aimerait avoir vos retours sur vos propres expériences ou vos projets. Mais avant, je vais passer la parole à Monsieur Bastien Gillard, donc, qui est le directeur de Cytomi. C'est un syndicat intercommunal de traitement des déchets ménagers qui a été mis en place dans le Morbihan. Et donc, il va pouvoir nous faire un retour d'expérience. Oui, bonsoir à tous. J'espère que mon micro fonctionne. Oui, on vous entend. Super. Alors, je vais faire le partage d'écran. Voilà, j'espère que le partage fonctionne bien également. Oui, tout bon. Super. Oui, donc bonsoir, Bastien Gillard, directeur du Cytomi. Alors, l'idée, effectivement, ce soir, c'est de vous présenter en fait des éléments un peu concrets de comment ça s'organise sur un territoire, cette collecte séparée des biodéchets, puisque nous, on a démarré, vous allez voir tout à l'heure, depuis un peu plus de 2 ans, en fait, chez certains de nos adhérents, de la collecte par point d'apport volontaire, ou directement aussi chez des gros producteurs du service public que je vais présenter dans le détail. Le Cytomi, en un mot, donc là, ce que je vous projette, c'est une carte du Morbihan. Le Cytomi, il couvre toute la partie colorée, avec nos communautés de communes adhérentes qui, elles, ont la compétence collecte, et donc le syndicat, le Cytomi, qui a la compétence traitement des déchets ménagers, donc dans lequel on va retrouver la valorisation des ordures ménagères, le tri et la revente des collectes sélectives, et puis toutes les activités annexes de transfert-transport en fait, entre les territoires des communautés de communes et les installations de traitement. Donc on est sur un territoire qui fait à peu près 190 000 habitants, et on est plutôt dans l'intérieur des terres, puisque le sud Morbihan, on est sur un secteur côtier, donc plutôt dense. Nous, on est plutôt sur un secteur semi-rural, voire très rural sur la partie Roy-Morvan communauté, là, qui est la partie totalement à l'ouest de notre territoire. Et puis on a quelques agglos, on va dire, qui vont faire entre 10 et 15 000 habitants. Mais voilà, on reste sur un milieu plutôt faiblement dense. Et donc l'ensemble du gisement de déchets ménagers, donc hors déchetterie, on est sur un peu plus de 50 000 tonnes gérées par le syndicat, puisque nous n'avons pas la compétence des déchetteries. Et si peut-être un mot sur notre organisation, parce qu'on a parlé un petit peu PCI, valorisation énergétique, autrement des OM. Donc nous, on a sur notre territoire une installation qui est à Pontivy, donc qui est plutôt centrée par rapport à l'étendue géographique, qui est une unité de valorisation énergétique, ce qu'on appelait avant les usines d'incinération, mais comme on y fait de la récupération d'énergie, on essaye d'appeler ça plutôt chaudière que plutôt four, avec un réseau de chaleur, et on vend donc l'énergie à deux gros industriels voisins de notre site. Donc si vous avez des questions par la suite sur l'augmentation du PCI liée à la collecte séparée des biodéchets, je pourrais y répondre également. Donc, avant de démarrer en fait cette expérimentation, les élus ont voulu dresser un petit peu un portrait de notre territoire pour voir ce qui était envisageable de faire. Donc, ça, je l'ai déjà dit, un territoire semi-rural. On a aussi, depuis 1h30, beaucoup parlé composteurs individuels. Donc, nous, c'est des choses qui marchent très bien sur le territoire. On le sait, les nouveaux arrivants ou les campagnes de distribution que peuvent faire les comités de communes, ça marche très, très bien. Donc, l'idée, ce n'était pas d'aller déstructurer ça. J'en parlerai tout à l'heure. On a aussi beaucoup de collectes qui se font en point d'apport volontaire sur à peu près la moitié de notre secteur, pour l'ensemble des flux, le verre, le papier, l'emballage, l'OM, le textile, et puis d'autres. Sur notre territoire, toujours, on a un méthaniseur, avec un hygiéniseur en capacité de recevoir du coup des sous-produits animaux de catégorie 3. Et ce méthaniseur est également en capacité de redistribuer la soupe hygiénisée. On en a parlé tout à l'heure aussi, là, Monsieur Feuillet en a dit un mot. Ça faisait aussi partie de nos prérequis, puisque le méthaniseur
Je pourrais le présenter tout à l'heure rapidement, mais lui aussi, il est à peu près au centre de notre territoire. Or, on a des communautés de communes qui, à un moment donné, ont besoin de récupérer des matières qui ont été collectées sur leur territoire, parce qu'elles-mêmes ont déjà des méthaniseurs qui peuvent être notamment agricoles, sauf que ces méthaniseurs, comme ils n'ont pas d'hygiénisation, ils ne peuvent pas accueillir nos biodéchets. Donc là, l'idée, c'est de tout centraliser sur le méthaniseur qui est en capacité d'hygiéniser, et ensuite de redistribuer la soupe sur les méthaniseurs agricoles de nos territoires. Et puis, on a aussi, toujours dans les éléments un peu de contexte, on a un transporteur qui était en capacité de nous faire la collecte de ces points d'apport volontaires qui roule au bio-GNV issu de méthanisation, donc le fameux méthaniseur qui hygiénise, là dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une station-service grand public, et donc lui, il a une flotte de véhicules qui tournent au bio-GNV. Donc voilà, on essayait de boucler la boucle avec aussi notre collecteur exemplaire. Et puis une étude menée en 2018, mais j'en reparlerai un petit peu dans la façon dont on a mené ce projet. Donc voilà, par rapport aux éléments de contexte, du coup, les élus, ils ont fixé une feuille de route pour le territoire. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée première, et M. Feuillet l'a dit aussi, on fait avec ce qui existe déjà sur le territoire, c'était de surtout pas aller déstructurer le compostage à domicile. Alors c'est vrai, là aussi, il a été dit là, à l'instant que c'est compliqué de mesurer, savoir si un foyer qui vient retirer un composteur en plastique, est-ce qu'il va vraiment l'utiliser, est-ce qu'il va l'utiliser à 100%, sur 100% pardon, de son gisement mobilisable dans ses OMR. On n'en est jamais certain, il n'empêche qu'on a une dynamique là-dessus. Et donc l'idée, c'était, ce déchet-là, il n'entre pas aujourd'hui dans le service public, donc on sait qu'il nous coûte pas cher et que sur le plan bilan carbone, eh bien, c'est ce qui va être le meilleur. Donc voilà, donc de ne pas toucher au compostage à domicile en milieu rural. Donc ça veut dire que la solution que je vais vous présenter tout à l'heure, elle ne va pas être déployée dans les zones rurales, elle va être déployée plutôt dans les zones denses. Donc c'est ce qui est indiqué là en deuxième point. C'est que là, pour les zones denses où on a de l'habitat collectif, de l'habitat dense, sans jardin, sans animaux, hein, les poules ou les chiens, on a pu en parler tout à l'heure. Voilà, et bien, ces ménages-là, par contre, c'est à eux qu'il faut proposer une solution de collecte séparée des biodéchets. Puisque celui qui habite en milieu rural, il a les possibilités de composter à domicile. Celui qui habite en milieu plus dense, il faut qu'on lui apporte cette solution. Également pour les petits producteurs du service public, hein, j'insiste bien, du service public à chaque fois. Pour les gros producteurs du service public, alors la différence entre petits producteurs, vous avez vu, c'est plutôt le milieu de la restauration, les boulangeries, les brasseries, ce genre de choses. Ce qu'on appelle les gros pros du service public, c'est plutôt les cantines collectives, hein, des lycées, des collèges, les EHPAD, éventuellement les épiceries de centre-ville qui peuvent être dans le dispositif de la TOM et donc qui aujourd'hui sont collectés en OM et en collecte sélective. Eh bien, ces gens-là aussi, on va essayer de leur proposer une solution. Et donc, je vais vous le présenter tout à l'heure, on leur met à disposition directement des contenants pour pouvoir assurer leur collecte des biodéchets. Et donc, même si on sait que le flux apport volontaire comme ça est plutôt très propre, il a été fait le choix d'implanter un déconditionneur au centre de notre territoire pour retirer quand même les quelques erreurs de tri. Je vais vous présenter quelques photos là rapidement tout à l'heure de ce que ça peut être une erreur de tri en collecte biodéchets, mais aussi pouvoir accepter éventuellement ce qu'on appelle l'ultra emballé de la grande et moyenne surface et des industriels, parce que nous en centre Morbihan on a une grosse activité agro-industrielle et donc on a régulièrement des rebuts de production qui vont être un ensemble de boîtes de conserve de petits pois carottes de chez Dossi qui est déclassé, et donc à un moment donné il faut que cet industriel-là, on puisse lui apporter une solution pour pouvoir ouvrir la boîte de conserve et puis retirer les petits pois carottes. Et donc l'objectif du déconditionneur, voilà, les deux objectifs, c'est à la fois de retirer les heures de tri, mais aussi accepter des déchets d'industriels qui n'ont pas aujourd'hui de solution. Donc voilà un petit peu ce qui a été retenu. Donc là, rapidement, c'est la boucle que l'on va mettre en place, que l'on a mis en place sur le territoire, hein, donc avec notre particulier équipé d'un bioseau qui est donné souvent gratuitement par la collectivité. Des ensembles de points d'apport volontaires, je vais vous présenter des photos un peu
un peu plus sympa là tout à l'heure. En point numéro 2, on va retrouver notre site de préparation de la soupe. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, le déconditionneur. Là, on va lacérer la matière, on va retirer les erreurs de tri, on va préparer vraiment sous forme d'une soupe. Là aussi, je vais vous montrer des photos. En point numéro 3, on va aller vers le site de valorisation. Donc, chez nous, c'est de la méthanisation avec injection dans le réseau. Et puis ensuite, les digestats qui sont ramenés à la terre. Et puis, ainsi de suite, on est sur une boucle d'économie circulaire, comme on peut en entendre beaucoup parler aujourd'hui. Donc, un PAV, à quoi ça ressemble? Voilà un petit peu le modèle qui a été déployé sur notre territoire. Alors, nous, on est parti sur la version caisse-palette, là, que vous voyez sur la gauche, et une version bac 2 roues. On n'a pas retenu la version bac 4 roues pour des histoires de manutention, parce que le biodéchet, c'est un produit très très dense, et quand on commence à remplir des bacs 4 roues, même à 50% du niveau de remplissage, les agents à tirer dessus, ça devient très très lourd. Donc on est resté sur des bacs de roues d'un volume moyen de 240 litres. Donc voilà, ça permet de le manutentionner simplement. Et puis la caisse palette, elle, on va venir la capter en fait avec un système de transpalette. Donc là voilà quelques photos. Donc la photo en haut à gauche, en fait, c'est un PAV implanté sur la voie publique. Donc le PAV, il est équipé en fait d'une pédale qui est actionnée par le pied. Comme ça évite de venir toucher le couvercle. On sait que l'usager, il a son bioseau dans les mains, donc les deux mains sont prises. Il appuie sur cette pédale, donc le couvercle se lève, comme vous voyez sur la photo ici à droite. Et on a deux barreaux en fait, si vous voulez, à l'intérieur de la trappe, qui permettent de venir frapper en fait le bioseau dessus pour décoller l'ensemble des matières. Et en même temps, ce barreau, il permet de limiter le dépôt éventuellement de sacs noirs directement dedans. Parce que les barreaux sont assez rapprochés, ça permet simplement de la matière organique. Alors, si on a un petit malin qui nous met des cailloux, des choses comme ça, oui, évidemment que ça peut rentrer entre ces deux barres, si vous voulez, mais l'idée, c'est surtout qu'ils puissent venir frapper leur bioseau et puis éviter les gros sacs OM. Donc ensuite, on a notre collecteur qui vient avec un petit gerbeur, en fait, collecter ça, et il charge ça dans des véhicules légers. On n'est pas du tout sur de la collecte en baume, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir en ordures ménagères. C'est que là, il vient les gerber les unes sur les autres dans des véhicules de type Crafter, là, comme on voit là, le Volkswagen Crafter, ou alors des camions haillons, puisqu'il s'est équipé maintenant de plusieurs camions haillons, ce que j'appelle un peu les camions déménagement. Et en fait, il vient monter son transpal sur le haillon avec la caisse palette, et puis il cherche ça dans son véhicule. Donc il en met dans un véhicule, comme vous voyez sur la photo en bas à gauche, il va en mettre environ une petite dizaine, et puis dans un véhicule type déménagement, il est plutôt sur un peu plus d'une vingtaine, alors suivant la dimension de la caisse palette, et puis un mix avec quelques bacs de roues s'il est sur un circuit de collecte avec les bacs de roues. Alors là, sur la photo, juste aussi pour information, vous voyez encore une housse en plastique à l'intérieur de la caisse palette. Ça, c'est des photos qui datent un peu au démarrage de l'expérimentation. On avait mis cette housse pour faciliter le nettoyage des caisses palettes, mais aujourd'hui, on a une station de lavage de ces caisses palettes, et donc, bien évidemment, l'idée, c'est aussi de produire le moins de déchets. Donc, cette housse en plastique, là, elle a été retirée. Donc, aujourd'hui, les matières se déversent directement dans la caisse palette. Elle est collectée, lavée et redéposée ensuite sur le point de collecte. Donc, on a tout le temps un double de caisse palette, puisque quand il vient collecter une pleine, il met systématiquement une vide qui a été lavée. Donc, ça nécessite juste d'avoir une flotte de caisse palettes assez importante. L'ensemble de ces points de collecte, donc les caisses palettes, les bacs de roues, comme j'ai dit tout à l'heure, vont être pucés pour pouvoir s'inscrire dans une infrastructure numérique de traçabilité de ces déchets-là, puisqu'on a dans l'obligation, et notamment pour les professionnels, je parlais tout à l'heure des EHPAD, en cas de contrôle sanitaire, de la DDPP ou autre, ils doivent présenter ce qu'on appelle des DAC, des documents d'accompagnement pour confirmer la traçabilité, l'élimination, la bonne élimination en fait de ces biodéchets. Donc l'ensemble des caisses palettes sont pucées, le collecteur est équipé de smartphone, il vient flasher le point de collecte, il flash en même temps la caisse, et donc du coup on sait que la caisse a été déposée dans tel point d'apport volontaire, et quand il va revenir la collecter, il la reflash, et ensuite sur le site de déconditionnement, elle va être pesée, flashée également, et donc là on est capable d'avoir la traçabilité complète du point de collecte à la semaine, au mois et donc à l'année. Et si on a placé une caisse palette directement dans une cantine scolaire, on est capable de sortir les documents de traçabilité, puisque
Hein, vous voyez, là, on parle d'équivalence énergétique qui nous remonte, c'est-à-dire que le méthaniseur, lui, il vient nous renvoyer ensuite les informations de production d'énergie. Et donc, on est capable de décliner ça par point d'apport volontaire. Et si on veut s'amuser à aller très très loin sur les points d'apport volontaires, on va mettre aussi du contrôle d'accès et de la pesée embarquée, par exemple. Et donc, on va être capable de tracer ce que va produire chaque foyer. Hein, à chaque fois qu'ils vont venir déposer les 2 kilos de biodéchets, ça va venir alimenter leur compte, hein, sur leur production. Et donc, tout ça, on est capable aujourd'hui de restituer sur un portail web leur production de biodéchets et surtout l'équivalence énergétique, comme je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la quantité de biogaz qui va être produit grâce à leur dépôt de biodéchets. Et puis, quand on a mis du contrôle d'accès, après, on peut se faire plaisir, on peut faire un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire autoriser ou pas autoriser des points d'apport volontaires. Donc, c'est-à-dire que j'ai montré tout à l'heure le système de pédale. Si en présentant le badge, on a blacklisté un utilisateur qu'on ne veut pas qu'il vienne sur ce point d'apport volontaire, du coup, la pédale va rester verrouillée et il ne pourra pas venir déposer les biodéchets. Enfin voilà, après, quand on a de la data, on peut faire énormément de choses, c'est ça qui est intéressant. Et donc, quand j'ai parlé tout à l'heure un petit peu de portail ménage avec le poids et la production en équivalent énergétique de ce qui va être produit sur la méthanisation, là aussi, on peut se faire plaisir. Et l'idée des élus là, sur notre territoire, c'est qu'à terme, ils puissent imaginer une forme de récompense en fait, auprès des foyers qui jouent le jeu justement de venir déposer leurs biodéchets dans ces points d'apport volontaire en mettant un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les clean coins. Hein, donc ça peut être une réduction à la piscine communautaire ou à la médiathèque municipale, voilà. Quelque chose d'assez symbolique, mais c'est assez nouveau parce que jusqu'à présent, en fait, vous le savez, on a toujours taxé les ménages sur leur production de déchets, hein, soit à travers une TOM, une ROM, une RI, une TI, enfin ce qu'on veut, ou une redevance spéciale pour les pros. Là, l'idée, c'est vous collectez séparément les biodéchets, et bien là, on vient vous donner une forme de récompense parce que vous avez joué le jeu au niveau du service public. Donc voilà, donc ça c'était la partie point d'apport volontaire et collecte et traçabilité. Donc le déconditionneur, j'en ai parlé tout à l'heure, donc il est placé en fait au centre de notre territoire, donc assez proche du méthaniseur. Il a une capacité de 3500 tonnes, enfin, ça vous parle peut-être pas, mais nous on estime que le gisement mobilisable sur notre territoire, il est aux alentours de 2000 tonnes. Donc on s'est gardé la capacité, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, d'accueillir de l'industrie agroalimentaire avec notamment une grosse présence d'industriels sur notre territoire. Et puis sur ce site-là, c'est là où on vient centraliser toute la data, hein, puisque là on a la pesée finale en fait des caisses palettes quand elles arrivent. Et puis on va effectuer l'ensemble des opérations de lavage pour qu'ensuite ça puisse repartir sur les différents sites. Monsieur Gillard, je me Oui. permets de vous interrompre une seconde. Ouais, parce que Il y a une question dans le chat sur la Dites-moi. fréquence de collecte. Là, c'est Alors, vrai qu'on passe à un autre sujet, donc peut-être. oui, sur la fréquence de collecte, aujourd'hui, on est sur une fois par semaine. Donc, ça fait 2 ans et demi qu'on le fait à peu près, qu'on a démarré cette expérimentation. Enfin, pas tout à fait 2 ans et demi, mais presque. On collecte une fois par semaine l'ensemble des points de collecte. Donc, les PAV, hein, grand public, et puis les gros producteurs chez qui on a été déposé directement de la caisse palette. Hein, j'ai dit tout à l'heure, les EHPAD. Les EHPAD, on va les doter d'autant de caisses palettes que nécessaire pour qu'ils puissent tenir une semaine. Voilà, on ne vient pas plus souvent qu'une semaine. Ça ne pose aucun souci sur les nuisances, ni olfactives, ni les nuisibles, ni les insectes. Par contre, au-delà d'une semaine, on a fait des essais. On a fait des essais à collecter sur entre 10 et 15 jours. Là, en fait, ce n'est pas tellement les nuisances olfactives, c'est surtout qu'on commence à avoir un peu de production d'asticots si la météo est légèrement douce, voire chaude. Donc, mais en une collecte toutes les semaines, on n'a aucune problématique sur ces questions de nuisance. Le PAV, vous avez vu, il est tout capoté avec le couvercle qui vient retomber. Le couvercle est équipé d'un petit joint de caoutchouc pour essayer de faire un maximum d'étanchéité. Alors attention, il n'est pas totalement étanche, mais pour éviter notamment que les mouches puissent s'y glisser. Et chez le gros producteur, la caisse palette, elle est livrée avec un couvercle. Donc, il ouvre le couvercle, il dépose ses biodéchets, il remet le couvercle. Voilà, ça évite la présence de rats et de gros insectes là aussi. Okay, merci. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Je vous laisse conclure en quelques minutes. D'accord, pour pas qu'on dépasse trop le temps. Et puis de toute façon, le diapo sera envoyé à tout le monde après coup, donc ils auront accès aux photos.
Donc effectivement, je vais faire rapide. Donc là, c'est juste pour vous montrer la photo en haut à gauche. Là, c'est le type de voilà à quoi ça ressemble du biodéchet grand public collecté sur un point d'apport volontaire. Après déconditionnement, donc c'est la photo en haut à droite. Hein, voilà ce qu'on appelle vraiment une soupe. Et puis tout en bas, tout en bas à gauche, vous avez une photo de quelques erreurs de tri. Donc on sait qu'un biodéchet, il est propre à plus de 99%, hein, mais on a toujours le petit truc de ketchup, de moutarde, de beurre, le gant de la cantinière ou l'éponge ou le grattoir qui est parti, ou la petite cuillère, voilà, involontairement, mais qui est quand même parti dans le flux de biodéchets. À un moment donné, le méthaniseur, lui, il n'en veut pas. Donc, c'est pour ça que ce déconditionneur, il a aussi pour objectif de retirer toutes ces petites erreurs. Ces erreurs, pour information, elles sont envoyées en valorisation énergétique sur notre UOM, donc à Pontivy. Donc sur le traitement, je ne vais pas insister, on a parlé hygiénisation, ça c'est une obligation réglementaire, donc notre méthaniseur le fait. Alors le choix de la méthanisation chez nous, parce qu'on aurait pu partir sur de la plateforme de compostage, comme disait M. Feuillet. Alors on n'a pas de plateforme de compostage biodéchets, nous, sur notre territoire, on a des plateformes de compostage déchets verts, simplement, mais on trouve que la méthanisation, la valorisation est plus complète, puisqu'on produit un mix énergétique, on peut faire de l'élec, de la chaleur, du biogaz injecté dans le réseau, et donc in fine du bio-GNV qui permet de faire rouler des camions et des véhicules légers. Et puis ensuite, on a un retour des digestats sous forme ou liquide ou solide, un retour à la terre. Les erreurs de tri, j'en ai parlé tout à l'heure. Sur l'historique du projet, très rapidement, on avait démarré cette réflexion en fait en 2018, en septembre 2018, avec une petite étude de comparaison, voilà ce que ça coûte en porte-à-porte, en point d'apport volontaire, est-ce qu'il vaut mieux faire du compostage que de la méta. Les premiers points d'apport volontaire, ils ont été déployés donc il y a un peu plus de 2 ans. Chez les gros producteurs, on a démarré ça à l'été 2020. Et puis donc, à la date de janvier 2022, on a 40 points de collecte donc, entre les PAV grand public et les gros producteurs pour environ 7 tonnes semaine. Donc voilà, donc on est à peu près sur 350 tonnes an. Et pour votre information, on a démarré que sur une toute petite partie de notre territoire parce que on parle d'à peine 2 communautés de communes sur un ensemble de 5 Comcom que nous avons en tant qu'adhérents. Donc il y a encore un potentiel énorme, c'est pour ça qu'on estime que le gisement mobilisable il est de l'ordre de 2000 tonnes hors industrie agroalimentaire. Et puis sur des coûts, ça va être ma dernière slide. Alors moi, je ne vends rien, hein, je suis pas commercial. Les caisses palettes, on a travaillé, les PAV, on a travaillé avec une entreprise de Paris qui s'appelle Axibio, voilà, qui vous fournit un catalogue de points d'apport volontaire avec ou sans contrôle d'accès, avec de la pesée, sans peser. Enfin, vous voyez, on peut faire un peu du sur-mesure. Et donc, ça va de 2 000 € à plus de 5 000 €. Nos coûts de collecte, donc la tournée verte avec l'infrastructure traçabilité, donc l'infrastructure numérique, on est aux alentours de 130 € hors taxe la tonne de biodéchets collectés. Le déconditionnement, donc l'équipement que j'ai présenté tout à l'heure avec toutes les cellules de lavage, la pesée là aussi pour contrôler les poids des caisses palettes, et donc avec l'amortissement de tous ces équipements-là, puisqu'il appartient aussi Tommy, c'est 175 €. Et le coût de valo en méthanisation avec hygiénisation, on est à 45 €. Ça nous fait un coût global hors amortissement du point d'apport volontaire de 350 €. Alors pour vous donner un chiffre de comparaison, et puis après je termine là, on a un territoire au sud Morbihan qui est donc Lorient Agglomération, qui historiquement, vous en avez peut-être entendu parler, puisqu'ils ont été parmi les premières collectivités en France à se lancer sur la collecte séparée de biodéchets. Ils le font depuis très longtemps en porte-à-porte, pardon, je vais y arriver, en porte-à-porte auprès de l'ensemble de leurs usagers, et ensuite ils dirigent ça en plateforme de compostage, et eux sont à 900 € hors taxe la tonne. Donc voilà, donc ça pour nous c'était un prix de référence. 900 € porte-à-porte compostage, et donc nous 350 € point d'apport volontaire et méthanisation. Donc merci voilà, beaucoup. j'ai essayé de faire court. Oui, merci beaucoup. Non, On je a vous en une prie, deuxième question pour vous dans le chat. En termes de RH, combien d'agents? Alors, quand on demande combien d'agents, nous aussi, Tommy, nous ne sommes que 2 agents salariés de la collectivité. Après, alors si on parle sur cette activité pure là de collecte séparée de biodéchets, donc on a un opérateur de collecte qui fait une collecte une journée par semaine pour l'instant. Donc il est seul avec son camion, hein, la photo que je vous ai présentée tout à l'heure, ou son camion à ion type déménagement. Donc il est seul pour une collecte par semaine pour ces 40 points de collecte que j'ai montré là ici, les 40 points. Et après, c'est 2 opérateurs, une demi-journée par semaine sur le déconditionneur. Voilà, parce que le déconditionneur, pour l'instant, il ne tourne pas
5 jours sur 7. Il fonctionne qu'une demi-journée puisqu'on est encore en phase de réception de cet équipement et donc on prévoit de le déménager là sur son site définitif à l'été. Et donc là, à terme, on va ouvrir un peu plus le robinet et puis donc étendre la collecte sur l'ensemble du territoire. Et on imagine aller entre 1 et 1,5 équivalent temps plein sur les déconditionneurs pour traiter nos 2000 tonnes quand on sera à pleine puissance. Donc voilà, un opérateur de collecte une journée par semaine aujourd'hui et donc un opérateur une demi-journée sur les déconditionneurs pour faire 350 tonnes an aujourd'hui. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Apparemment, si. Bon, Vous super. avez un merci du syndicat mixte Val-de-Loire. Parfait. Je vois que le temps file, donc on est bientôt un quart d'heure après l'heure indiquée, à moins qu'il y ait des questions supplémentaires de certains participants qui sont restés avec nous jusqu'ici. Apparemment, ça a l'air d'aller. On aurait aimé vous donner la parole. Après, vu l'horaire, peut-être qu'on peut reporter ça à un deuxième échange, parce qu'on vous fera circuler un questionnaire après la réunion pour que vous nous fassiez remonter vos impressions, vos éventuelles questions. Et on voulait vous proposer d'organiser donc un deuxième échange pour se pencher plus longuement sur les aspects très pratiques, pour revenir sur certaines solutions innovantes ou tout simplement pour échanger de manière plus approfondie sur vos projets. Donc, on vous demandera ce que vous en pensez. Donc, à moins que certains aient envie de partager peut-être une expérience ou de poser une éventuelle question qui leur serait venue à l'esprit. Sinon, on va se quitter ici. Merci à tous ceux qui ont été présents pour ce webinaire. On vous enverra le replay de toute façon d'ici demain ou dans la semaine en tout cas. Et puis le questionnaire qui va avec. Merci beaucoup pour votre présence et puis merci aussi de vous être prêté au jeu du Bicast. C'est la première fois qu'on teste un peu cette plateforme. Donc apparemment, ça a plutôt bien fonctionné. Donc on renouvellera certainement l'expérience. Magali, peut-être tu voulais conclure également de ton côté? Non, enfin vraiment merci beaucoup à tous pour votre écoute. C'est vrai qu'on avait tellement de choses à dire que c'est difficile de tout faire rentrer en 1h30. Et donc on va répondez bien au questionnaire. N'hésitez pas à dire ce dont vous avez besoin pour avancer, pour qu'on puisse ensuite préparer le contenu le plus intéressant possible et le plus utile pour vous. Voilà. Merci beaucoup à nos intervenants également. Un grand merci et puis bonne soirée à vous. Je me permets d'intervenir rapidement au sujet d'un document que vous avez fait circuler avant le webinaire, un petit aide-mémoire qui avait pour vocation à synthétiser tout ce qu'on s'est dit ce soir, dans lequel vous retrouverez des informations complémentaires et des liens vers des outils dont on vous a parlé, notamment la revue des solutions engagées et le guide méthanisation. Donc voilà, n'hésitez pas à vous saisir de ce petit outil pour creuser le sujet. Et merci à nouveau pour votre écoute et pour votre patience durant le Bicast. Merci. Merci, bonne Merci, soirée. au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.